Et j'ai tout de suite le grand plaisir d'accueillir Alexis Lacroix en studio. Alexis Lacroix avec une nouvelle casquette, c'est celle de directeur de la publication d'Actu-J. Alexis, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour Lise, merci de votre invitation. Alors, Actu-J continue, un nouveau numéro, un numéro apparemment très très haut en couleur. Nos auditrices et nos auditeurs qui nous regardent peuvent voir que le numéro va sortir très très vite. Moi, j'en ai pour l'instant les copies, donc je peux même pas le montrer. En tous les cas, un contenu très pointu. Quels vont être, les grands axes d'actualité juive, Alexis Lacroix? C'est une bonne question. Les grands axes, c'est vraiment de s'inscrire dans la continuité de ce journal qui a été fondé par Serge Benatar, oui, qui est vraiment le journal de référence de la communauté juive, en matière d'information, bien sûr, mais aussi en matière de vie communautaire, de vie religieuse. C'est tout cela, effectivement, qu'il faut parfaire et développer. Alors, quelle va être la une du nouveau numéro? Alors la une du nouveau numéro, on peut la dévoiler puisque là maintenant elle est imprimée. C'est un grand entretien absolument passionnant avec le grand rabbin de France, Raïm Korsia, qui est un responsable religieux mais aussi un intellectuel qui a une réflexion sur la société française, sur les fractures qui la parcourent, sur les menaces du séparatisme et de l'antisémitisme qui est passionnante. Il y a aussi tout un passage de cet entretien qui a été réalisé par Yael Samama et Laetitia Henriquez, qui est consacré évidemment aux impacts malheureusement importants du Covid sur les rituels et notamment les rituels de Tishri qui vont être malheureusement très affectés par la renaissance de cette maladie. Le grand rabbin d'ailleurs s'exprime avec beaucoup de liberté là-dessus. Il sait aussi que les communautés juives ont particulièrement souffert du Covid l'an dernier. Pessah a été entravé. Aujourd'hui, malheureusement, on sait que les fêtes de Tishri vont l'être également. Il faut s'adapter, il faut s'organiser de manière à ce que la vie religieuse continue. Et de manière à ce que la vie tout court aussi continue, bien sûr, parce que on sait que dans la tradition juive, la vie doit être mise au-delà, au-dessus de tout. Absolument, la vie est au-dessus des préoccupations mondaines, la vie est au-dessus de la quête, si nécessaire, bien sûr, de la réussite sociale et professionnelle. Bien sûr. La vie est au-dessus de toutes les autres contingences. Ça ne veut pas dire que le reste ne compte pas, mais effectivement, le souci de la vie, le souci des corps est au-dessus dans le judaïsme. Et c'est vrai qu'un journal comme Actualité juive a aussi vocation à refléter, j'allais dire, cette échelle de valeurs fondamentales au judaïsme et à tous ceux qui s'en réclament aujourd'hui. Tout à fait. Alors, un chapitre très important, comme on pouvait s'y attendre, sur Israël Vertigo. Le vertige, on l'a aujourd'hui, on l'aura demain. C'est quand même, il se passe quand même des choses très importantes au Proche-Orient. Je ne veux pas me substituer à notre correspondante Pascal Zonsheim, mais c'est vrai qu'elle ouvre la série de réflexions que nous allons avoir ensemble sur Israël, avec évidemment des voix israéliennes nombreuses et variées dans le journal, des femmes aussi, bien sûr, beaucoup de femmes. Hein. Il faut rééquilibrer, si vous voulez, les journaux en général ne donnent pas... Non, il y aura la parité à Actualité juive. Tous les médias, c'est vrai, sont en recherche de cette parité. Nous aussi, d'ailleurs, ici à la radio, c'est absolument nécessaire. Mais nous allons effectivement consacrer une partie non négligeable du journal au décryptage de l'actualité israélienne à partir de points de vue israéliens. Et il est vrai que, le titre est un clin d'œil, bien sûr, Israël Vertigo, mais il y a des bons vertiges. Il y a des bons vertiges, Lise, mais il y a aussi des mauvais vertiges. Oui, c'est vrai. Le mauvais, c'est incontestablement toute cette situation liée à la renaissance d'une épidémie que certains... le corona, c'est affreux. Que certains, comme le professeur Raoult, prétendaient éteindre. On parlait d'un phénomène en cloche, la fin de la cloche. Visiblement, tout le monde s'est trompé à ce sujet. Elle renaît et Israël, vous le savez, et on en a parlé souvent dans les radios, est particulièrement affecté par cette reviviscence. Donc ça, c'est, j'allais dire, les aspects inquiétants, voire angoissants du vertige. Mais il y a aussi des bons vertiges. Il y a des bons vertiges quand on fait un saut dans l'inconnu et que cet inconnu, c'est la vie, justement, qui nous appelle, c'est le futur. Et là, c'est vrai que le contexte géopolitique pour l'Israël de Binyamin Netanyahou apparaît particulièrement prometteur. Ne rajoutons pas nos commentaires aujourd'hui ce tournant, mais c'est un tournant géopolitique. On a voulu le saluer comme tel. Il y aura bien sûr dans les prochains numéros d'autres analyses, d'autres interviews, d'autres décryptages consacrés à ce tournant. Et il est incontestablement à mettre à l'actif
du Premier ministre, par ailleurs si critiqué par ses compatriotes, Benjamin Netanyahou. C'est lui qui, depuis plusieurs années, comme le raconte Pascal Zonshine, a entrepris, souvent d'ailleurs sous le boisseau, ou en tout cas de manière discrète et secrète, des conversations de plus en plus rapprochées avec un certain nombre d'émissaires des pays du Golfe. Et bien sûr, derrière la scène apparente, elle est importante, hein, derrière les Émirats arabes unis, derrière le prince héritier des Émirats arabes unis, derrière le Bahreïn, qui officialise aujourd'hui l'amélioration très nette de ses relations avec l'État hébreu, il y a bien sûr d'autres puissances qui agissent en coulisses, et notamment l'Arabie saoudite. On aura l'occasion d'y revenir dans des analyses ultérieures. Vous qui êtes directeur de médias juifs en France, vous êtes directeur d'antenne de Judaïque FM, vous êtes aussi sur Radio J, vous êtes sur Actualité Juive. Est-ce que vous pensez que ces pas vers la paix vont changer l'image qu'on peut avoir de la communauté juive ? Ah, écoutez, alors il faut bien distinguer, si vous voulez, parce que vous savez qu'on est souvent épinglé par rapport à Israël. Dans la réflexion sur Israël, il faut distinguer bien sûr ce qui relève de l'image d'Israël et ce qui relève de l'image des communautés juives en France. Bien sûr. Dans leur diversité, mais en même temps dans le lien qui est perçu par les non-juifs avec l'État d'Israël. Voilà. Vous avez raison. Alors néanmoins, c'est vrai qu'il est difficile de dire avec certitude que l'évolution probable de l'image d'Israël, comme on dit aujourd'hui, à l'international, consécutive à ces rapprochements de plus en plus pacifiques avec une partie du monde arabe sunnite, c'est difficile de dire que ça va ipso facto éteindre le brasier de l'antisémitisme dans la société française. C'est mon vœu, c'est sans doute votre vœu aussi, Lise, à la veille de Rosh Hashanah. C'est pour ça que j'en parle. Bien sûr, mais malheureusement, c'est pas aussi... C'est pas encore, non, c'est pas simple. Et ça n'est pas aussi, et c'est pas aussi mécanique, mais vous avez raison de poser là un sujet qui est très important. C'est peut-être pas aussi mécanique, malheureusement, comme processus, car une partie de l'antisémitisme qui traverse, qui déchire le tissu social de la société française n'est pas réductible au rejet d'Israël. Le rejet d'Israël est prépondérant, mais il n'est pas le seul facteur. Il y a aussi d'autres facteurs, notamment quand on pense à la mouvance de Dieudonné, de Soral, etc. La concurrence victimaire est également très forte. Aujourd'hui, c'est un des trépieds de l'antisémitisme. Donc, l'amélioration éventuelle de l'image d'Israël à l'international auprès de ceux qui sont habitués à le critiquer, voire à le diffamer, ne va pas ipso facto, malheureusement, éteindre l'antisémitisme en France. Sans doute. Voilà. On peut espérer un petit mieux. Voilà, juste ça. Un dossier sur cette immense figure du judaïsme traditionnel qui était Adin Steinsaltz. Oui, alors Adin Steinsaltz, il est plein de choses à la fois. Vous avez raison, il est l'héritier d'un judaïsme traditionnel, quoique d'ailleurs ses parents, en fait, étaient des juifs polonais qui venaient d'un milieu plutôt assimilé et rationaliste. Son père, d'ailleurs, avait même, comme c'est rappelé ici dans le dossier, participé au combat de brigades juives contre les franquistes en Espagne, l'année précédant la naissance d'Adin Steinsaltz, en 1937 à Jérusalem. Néanmoins, Adin Steinsaltz, c'est un des grands noms aujourd'hui de l'étude du Talmud et de la Torah, et c'est aussi un des grands noms des pédagogues du Talmud et de la Torah, puisque son immense traduction, qui a permis l'accès d'un public, j'allais dire non savant, à la Torah en hébreu et en français, a rendu, si vous voulez, les lumières du Talmud et de la Torah extrêmement populaires. Donc on lui doit, dans le peuple juif, dans sa globalité, pas seulement les Français, mais on lui doit énormément. On doit énormément à cette entreprise de traduction, mais aussi à cette entreprise de pédagogue qui a conduite le Rav Adin Steinsaltz tout au long de sa vie. On sait qu'il a fondé un certain nombre d'écoles en Israël, à Jérusalem, mais aussi dans le Gush Etzion, des écoles qui sont aujourd'hui des yeshivot extrêmement cotées, si vous me passez l'expression, sur le marché international des yeshivot. Et puis, il faut le rappeler aussi, mais d'ailleurs on publie un tweet de Benjamin Netanyahou. Il y avait chez Adin Steinsaltz un amour d'Israël, un ahavat Israël absolument non négociable. C'est-à-dire que il a voulu aussi que son travail
son travail effectué en Israël, avec ceux qui l'entouraient, avec Michel Allouche, avec Thomas Nizel, à l'Institut Steinsaltz, avec son fils, bien sûr, Méni Steinsaltz, que nous interviewons, soit un témoignage de l'amour d'Israël. L'amour d'Israël, c'est l'amour de l'État d'Israël, mais c'est aussi l'amour, bien sûr, du peuple juif comme tel, puisque le nom antique du peuple juif, c'est Israël. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes sans doute... je reboucle la boucle avec vous, Lise, grâce à votre questionnement qui est très bon. Nous sommes sans doute aussi à un moment où la centralité d'Israël, dans la conscience juive, est en train d'opérer, en réalité, une métamorphose profondément positive du peuple juif. Bien sûr. Donc, Adin Steinsaltz, un mensch, on peut le dire. Oui, un mensch. Voilà. On peut le dire avec le yiddish de ses parents, de sa famille polonaise. Absolument. Exactement. Alors, Alexis Lacroix, dans ce numéro, beaucoup d'infos. On n'a pas le temps de tout détailler. Oui, alors si vous voulez, c'est un numéro qui est beaucoup de enraciné dans les communautés, dans leur diversité. Nous insistons beaucoup avec Yael Semama sur la nécessité pour le journal d'être le reflet aussi d'un enracinement dans les régions. Nous avons en France la chance d'avoir des communautés juives extrêmement vivantes, extrêmement vivaces, pas seulement dans l'histoire, pas seulement à Narbonne ou à Avignon, mais aujourd'hui à Strasbourg, à Marseille, à Toulouse, à Bordeaux, à Rennes et dans bien d'autres villes d'ailleurs encore. Oui. Et le journal s'en fera chaque semaine l'écho et le reflet. Alors également, j'ai eu le temps de voir qu'il y avait plein de recettes géniales pour les fêtes de Ticherie. Je garde les photocopies et j'en profite puisque l'émission touche à sa fin pour souhaiter Shana Tova ou Metuka à toute l'équipe, la nouvelle équipe, ancienne et nouvelle d'Actu-J, à vous-même, cher Alexis, et beaucoup de succès pour ce journal dont on n'a pas fini de parler. Shana Tova ou Metuka à toutes les communautés juives de France et aussi à Israël, parce que l'Ahavat Israël, c'est un sentiment très important que le Rav Steinsaltz nous a appris à cultiver. Merci. Au revoir. Bonne journée.